Elle fait partie donc des écoles qui font la fierté du Sénégal. L'école supérieure polytechnique, avec plus de 50 années d'expérience, s'illustre à travers le monde entier de par la qualité de ses différentes formations. Aujourd'hui, ces diplômés sont partout à travers le monde entier dans des entreprises. De l'importance de mutualiser un peu les forces pour préserver les acquis. Pour en parler, nous recevons sur ce plateau Alex Corentin, donc pour parler un peu de cette amicale. Monsieur Corentin, bonjour. Bonjour. Alors, cette amicale, quel est l'intérêt de la mettre sur pied? L'intérêt d'une telle amicale, je pense que c'est de mutualiser un peu toute l'expertise de l'ESP, du moins, de l'école supérieure polytechnique d'aujourd'hui, mais qui à l'origine était déjà un institut polytechnique, puis qui est devenu un UIT, Institut universitaire de technologie, puis ensuite l'école nationale supérieure universitaire de technologie, puis après l'ESP, c'est-à-dire, comme vous l'avez dit, 64 à maintenant, c'est plus de 50 ans d'expérience, 50 ans de formation, et de pouvoir un peu capitaliser sur toutes les ressources produites par cet établissement pour créer une espèce de dynamique, pour accompagner aujourd'hui toute cette jeune génération qui aujourd'hui veut entreprendre, veut réaliser, veut concrétiser, mais sans avoir les mêmes opportunités que nous avions à notre génération. Moi-même, je suis un ancien de la promotion 79, c'est-à-dire j'ai fait mes 40 ans de l'obtention de mon diplôme de cet même établissement où j'enseigne aujourd'hui. Et je trouve qu'aujourd'hui, nous n'avons pas gardé cet esprit de famille que nous avions durant nos formations et qui nous permettait de compter sur les aînés pour pouvoir avancer dans nos projets professionnels. Et je pense que l'intérêt de cette amicale aujourd'hui, même si elle arrive 50 ans après, elle vient à son temps parce qu'aujourd'hui, la dynamique est là. Les jeunes cherchent des mentors, cherchent des exemples. Et aujourd'hui, on a beaucoup d'exemples que l'on peut montrer dans ces alumni. Et cela permettra, nous l'espérons, de contribuer aussi au développement interne du Sénégal. Parce que ça, c'est le plus important, je crois. Ce sera l'occasion également de regrouper également toute la famille élargie de l'ESP? Tout à fait. C'est aussi l'occasion de retrouvailles. Déjà, entre anciens, pour ceux de la même promotion, se retrouver, c'est déjà énorme. Mais en plus d'élargir cette famille non seulement à des générations, puisque nous en sommes à plusieurs générations. Et ces générations-là doivent pouvoir se retrouver autour d'une table commune pour pouvoir discuter des enjeux de l'établissement, contribuer au développement de notre pays, contribuer au développement personnel aussi de ses membres. Je pense qu'il y a tout un ensemble de choses que l'on peut mettre dans cette association et qui viennent à son heure. Et je pense que c'est pour ça que j'adhère un peu. J'adhère beaucoup, même je dirais, à cette initiative et j'espère qu'elle sera couronnée de succès et que l'ensemble des anciens qui m'écoutent aujourd'hui se retrouveront à travers ma voix et qui pourront venir réellement appuyer cette initiative que je trouve que je salue énormément. Alors aujourd'hui, quand vous regardez un peu dans le rétroviseur, quel est un peu le sentiment qui vous anime depuis tout ce temps-là que l'ESP a... Alors, j'ai cette chance d'avoir pratiquement parcouru l'ESP. Du moins de l'UIT à l'époque, puisque j'ai rentré en tant qu'UIT. Mon grand frère, mon aîné, lui, est parcouru par l'Institut Polytechnique. C'est-à-dire qu'il fait partie de la première promotion. Donc, l'Institut Polytechnique, mon grand frère, moi-même à l'ESP, à l'UIT, je pense que nous avons tout simplement peut-être oublié des valeurs. Quand nous étions dans ces établissements qui étaient un peu plus restreints, parce qu'en fait, il faut voir aussi que les effectifs n'étaient pas les mêmes, nous étions en tout et pour tout, dans ma promotion en génie électrique, nous étions 30 étudiants. 30 étudiants en deuxième année, 30 étudiants en première année, ça fait 60 personnes. L'intégralité de l'établissement ne regroupait que 400 étudiants. Aujourd'hui, nous en sommes à plus de 4000 au sein de l'école supérieure polytechnique. Donc, on avait cet esprit de famille, de retrouvailles, et c'est cet aspect un peu de solidarité qui, un peu au fil du temps et au fil des contraintes qu'il y a eu dans le développement de l'enseignement supérieur au Sénégal, dans l'offre de formation que continue à assurer l'école supérieure polytechnique dans les domaines technologiques, on a vu que de plus en plus, on oubliait l'être, le savoir-être, plutôt que le savoir-faire. Donc, parce que former, c'est non seulement donner à des gens des capacités de savoir-faire, mais aussi de savoir-être, parce que c'est aussi une des valeurs que l'on communique. Et je pense que ce que j'ai vu, moi, au cours de ces temps, c'est un peu cette disparition de ces valeurs cardinales qui faisaient la fierté d'un établissement et qui, on peut, devant la pression et devant la force et la dynamique de la société, a
perdu un peu de sa valeur. Et ça, je pense, ça peut être revenu justement avec cet esprit d'amical qui, elle, va s'ancrer dans ces valeurs traditionnelles de l'École supérieure polytechnique, de l'UIT ou de l'ENSUT, pour pouvoir recréer cette dynamique-là et revenir à des choses qui pourront, je l'espère, contribuer énormément en fait au développement personnel des différents membres, mais comme je l'ai dit, et des jeunes aussi, mais aussi servir peut-être de, comme on dit en Wolof, royukai pour nos jeunes qui rentrent dans cet établissement, qui diront, tiens, il y a quelque chose que l'on peut faire. Absolument. Alors, parlons un peu de cette valeur royukai. Aujourd'hui, les diplômés de l'ESP sont un peu partout à travers le monde entier, au Sénégal, dans la sous-région et même à travers le monde entier. Alors, est-ce que l'école a su quand même mettre en valeur ce qu'on appelle cette formation de qualité aux étudiants pour quand même qu'ils soient un peu opérationnels dans le monde de l'entreprise? Je pense qu'on a capitalisé sur beaucoup d'expertise et beaucoup justement de nos anciens, mais c'est plus par des relations personnelles. Moi, pour ma part, je suis enseignant depuis 1961. Après ma formation, j'enseigne depuis 1961 au sein du même établissement, de cet établissement qui m'a formé. Et je peux vous dire que aujourd'hui, quand je regarde derrière moi et quand je parcours le monde, partout où je puisse aller dans un pays francophone, et quelquefois même dans certains pays anglophones tels que le Ghana, je retrouve des étudiants que j'ai formés et des fois à des positions des responsabilités dans leurs différents pays, que ce soit partout dans la sous-région. Au Sénégal, bien sûr aussi, puisque dans plusieurs institutions de la place, je retrouve mes étudiants. Cette valeur, elle est restée, parce que c'est sociologiquement ancré en nous-mêmes. Mais l'établissement en lui-même n'a pas pu réellement capitaliser sur cet aspect, sur ces aspects-là, c'est-à-dire mettre en place des mécanismes de suivi des étudiants, des mécanismes d'appel des étudiants pour qu'ils puissent contribuer, bien que cela a existé un instant, parce que je tiendrais peut-être à rappeler pour mémoire qu'il y avait l'association sénégalaise des DUT, diplômés universitaires de technologie, et à l'époque c'était que des Bac+2, l'ASDUT, qui a fonctionné. Mais quand l'école a passé d'un statut de diplômé de technicien supérieur à la formation d'ingénieur, il fallait changer de dimension. Et je pense qu'on n'a pas pu, à ce moment-là, faire l'effort de changer cette dimension. C'est pour ça que je trouve qu'aujourd'hui, on peut capitaliser encore. Parce qu'il y a ce réseau informel, si je peux l'appeler, ce réseau social qui existe, mais qui n'a pas encore réellement été organisé pour avoir un impact au sein de l'établissement. D'accord. Alors, qu'est-ce que c'est un peu la différence de cette école par rapport aux autres écoles du Sénégal? Alors, c'est quoi la différence? Nous sommes le seul institut polytechnique. C'est-à-dire, quand on dit polytechnique, c'est que nous regroupons l'ensemble des spécialités de l'industrie au sein d'un même établissement. Nous formons aussi bien des informaticiens, des chimistes, des mécaniciens, des électriciens, des gestionnaires et des bâtiments et du BTP dans le même établissement. C'est-à-dire que tous les corps de métier sont formés dans un même établissement. Ce qui fait que ça permet d'avoir une vision beaucoup plus large du contexte dans lequel nos étudiants sont appelés à travailler demain. Un informaticien peut travailler dans le BTP ou bien dans la gestion, mais il n'est pas formé pour être gestionnaire ni pour être ingénieur génie civil. Par contre, justement, cette synergie qu'il y a dans ces 6 départements qui sont extrêmement imbriqués doit se maintenir et donne une valeur ajoutée à la formation que l'on peut donner, puisqu'elle est multidisciplinaire. Les enseignants sont... C'est plus rentable dans l'offre de marché? C'est beaucoup plus rentable. Aussi, on a de facto, on a un meilleur ancrage au niveau du monde industriel, puisque notre formation oblige depuis sa début que l'étudiant passe 6 mois de sa vie dans une entreprise. Donc, c'est une formation à l'entrepreneuriat, à travailler dans une entreprise. Et le régime aussi qui a été mis en place, c'est un régime professionnel. Les étudiants de l'ESP travaillent de 8h à 17h, 8 heures par jour, 40 heures par semaine. Exactement le même rythme que quelqu'un qui serait en entreprise. C'est pour ça que des fois, on considère qu'on est un peu des bourreaux. Mais en fait, il ne s'agissait pas de ça, c'était pour recaler le mieux aux réalités de l'entreprise, pour caler le mieux aux réalités de l'entreprise que ce type de régime a été mis en place. Et je pense que c'est ça qui fait la particularité de l'ESP. Et même en 1994, l'État sénégalais avait même vu qu'il fallait renforcer l'ESP et on avait fusionné l'école polytechnique de Thiès et l'ENSUT pour donner ce qu'on appelle l'ESP. Mais c'est dans le redécoupage de la carte universitaire, quand on a mis l'université de Thiès et l'université de Dakar,
qu'on a de nouveau donc mis l'école polytechnique de Thiès à part et l'école supérieure polytechnique de Dakar à part. Mais en fait, la dynamique est là. Il faut des institutions fortes qui forment des ingénieurs et qui répondent aux besoins du marché. Donc, nous avons une double compétence. Nous formons des techniciens supérieurs en Bac+2, ce qui donc qui est quand même le soubassement de toute industrie. Et puis nous avons des ingénieurs de conception dans toutes les filières qui sont aussi formés. Ça donc répond donc à un besoin de l'industrie et nous sommes pratiquement les seuls à le faire, bien sûr, en dehors des écoles privées. Alors, quelle est l'offre par rapport à la demande? Alors, on sait que la demande est forte. Mais on sait que la demande est forte et on sait que l'offre, elle est là. La grande difficulté, c'est la mise en corrélation de la demande avec l'offre. C'est-à-dire, est-ce que l'adéquation des formations, est-ce qu'elles sont réellement en adéquation avec le mouvement industriel, avec l'évolution des technologies dans le secteur productif? Là, c'est là que le bas blesse. Et c'est là que, justement, moi, en tant qu'enseignant, je salue cette initiative. Parce que le seul moyen de nous adapter, nous, aux environnements de l'industrie, c'est que les industriels, nos anciens étudiants, nos alumni, qui sont dans le monde productif, viennent nous apporter leur connaissance de l'évolution des technologies pour que nous puissions l'intégrer dans le cycle de formation. Cet ancrage fort entre le monde du travail et l'école, c'est quelque chose qui manque et qu'on essayait de mettre en place. Peu ou prou, mais je pense que l'apport des alumni et des anciens, aujourd'hui, vous avez vu, on considère que nous avons formé à peu près 25 000 étudiants, 25 000 diplômés. 25 000 diplômés, c'est énorme. Ces gens sont dans le secteur productif, pour beaucoup d'entre eux, sont aussi des chefs d'entreprise, ou bien sont des cadres dans les entreprises. Par contre, s'ils nous apportaient un peu leur vision de la formation telle qu'ils la voient aujourd'hui, et qu'est-ce que sont les besoins des entreprises, nous ne pouvons qu'aller de l'avant. Et c'est ce que nous souhaitons à travers, justement, ce réseau des alumni. Justement, quelle est aujourd'hui la relation entre les anciens diplômés de cette école à votre école? Est-ce qu'aujourd'hui, quand même, ceux ou celles qui se sont positionnés dans des positions stratégiques reviennent à l'école quand même pour un peu récupérer les étudiants déjà formés? Nous avons un certain nombre de personnes qui sont engagées. Quand je dis engagées, c'est-à-dire qu'ils n'ont jamais renié et qui reconnaissent ce que l'école leur a apporté et qui viennent apporter leur part. Et dans beaucoup d'entreprises, moi pour ma part, j'ai formé beaucoup d'étudiants. Et quand j'ai des stagiaires ou des étudiants en fin de formation que je dois placer, je vous garantis que c'est là qu'on voit un peu la solidarité africaine telle qu'elle se fait, parce qu'il suffit d'un coup de fil des fois à des anciens étudiants en leur disant « j'ai besoin d'un stage pour un étudiant », pour aussitôt les portes s'ouvrent grandes ouvertes. Et que même les gens s'investissent à ça. Et ça, c'est réellement important, cet apport-là, il existe encore. Il reste à être un peu plus formalisé, beaucoup plus fort. Parce qu'il faut que non seulement au-delà des stages, il faut que les gens aillent plus loin. J'ai fait une expérience, je me permets de juste donner cette petite anecdote. Le 9 juillet de cette année, j'ai réuni mes promotionnaires de 1979. On a eu notre diplôme le 9 juillet 1979 et le 9 juillet 2019, je les ai invités à l'école. Et j'ai réuni la moitié de la promotion. Mais il y en avait quelques-uns qui n'avaient plus remis les pieds dans l'établissement depuis 1979. Qui n'avaient pas gardé de lien, ni vu l'intérêt de revenir dans notre établissement. Ça veut dire que là, il y a quelque chose qui a failli. Il a failli dans le suivi, dans l'attractivité de l'établissement vis-à-vis des gens. Par contre, un certain autre nombre revenaient régulièrement et même revenaient donner des prestations en enseignant. Ça veut dire que justement, c'est ce gap qu'il faut que l'on parvienne à redynamiser, que tout le monde sache qu'il doit apporter sa contribution à la formation des jeunes et qu'à travers ce réseau des alumni et les liens avec l'école, sans compter aussi les capacités que peut vous donner un tel réseau dans le cadre de l'apprentissage, l'entrepreneuriat, parce qu'aujourd'hui on parle beaucoup d'entrepreneuriat plus que d'emploi salarié. Nous disons à nos étudiants aujourd'hui, vous ne trouverez pas d'emploi salarié, ce n'est pas évident. Par contre, vous devez aller vers l'entrepreneuriat. Mais qui mieux que des entrepreneurs pour apprendre à des jeunes ce que c'est que l'entrepreneuriat? Et voilà un peu moi ce que je vois, quel apport, comment je peux quantifier cet apport. Et c'est également ce que vous comptez discuter lors de ce
Cette rencontre du 31... Alors, cette rencontre du 31, elle est novatrice, dans la mesure où, justement, c'est un appel à toute la communauté, à tous les anciens qui sont présents sur le territoire, qui viennent nous rejoindre au Radisson Blu, l'après-midi du samedi. Et à partir de là, on va créer déjà la structure, mettre en place une structuration, parler un peu, bien sûr, discuter des grands enjeux sur lesquels l'association, l'amicale ou l'association des alumni, telle qui va être mise en place, va s'engager. Mais je pense qu'il faudra encore de la réflexion. Mais c'est pour ça qu'il faut que ce soit inclusif. C'est-à-dire, on ne peut pas prendre des décisions sans eux. Donc, l'idée, c'est de rassembler le maximum au cours de cette réunion constitutive. Ces gens seront là, vont être vus et seront partie prenante. Et à partir de ces parties prenantes, on va décliner une vision stratégique. Qu'est-ce que les alumni dégagent vis-à-vis de l'établissement d'origine et qu'est-ce qu'ils peuvent faire ou en quoi ils peuvent contribuer aussi pour le pays, pour l'école et pour les jeunes. À partir de là, je pense qu'on pourra dégager vraiment des éléments et je pense que le premier pas déjà, c'est de sensibiliser les gens à revenir, de voir quelle leur contribution ils peuvent avoir. On va essayer de montrer aussi les cas de réussite. J'en suis d'une certaine manière, parce que je suis un peu connu maintenant sur le domaine d'éthique. Hein? Peu de gens savent, donc vous me voyez, mais ne savent pas par quel parcours je suis passé. Et beaucoup de gens ne savaient pas que moi, j'étais tout simplement un ancien diplômé de cet établissement. Et tant d'autres. Je pense que ça, c'est ce que j'appelais un peu la preuve par l'exemple. On peut passer par un établissement ici au Sénégal et réussir. Donc, n'ayons pas peur des mots. Hein? Il faut qu'on prenne les taureaux par les cornes. Il faut qu'on leur revalorise la capacité de notre système éducatif. Il faut qu'on donne aussi une image positive de l'effort de formation qui a été fait. Et je pense que c'est en ça que cette initiative est essentielle. À partir de là, maintenant, les stratégies, bien sûr, ce n'est pas des vieux comme nous qui allons définir la stratégie de demain, mais je pense que ce sont la jeune génération qui arrive, qui voudra dire qu'est-ce qu'elle veut, qu'est-ce qu'elle attend de ses anciens, et là, nous serons à leur disposition. Est-ce que l'enjeu sera de taille dans un moment où on parle de formation de qualité, de formation de ressources humaines pour une Afrique émergente, pour un Sénégal beaucoup plus émergent en matière de formation, d'éducation? Je pense qu'aujourd'hui, l'enjeu est de taille. Parce que dans les technologies, en fait, on s'aperçoit que l'Afrique contribue à peu près à hauteur de 2% de la richesse mondiale, alors qu'elle représente un potentiel de plus que ça. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, les richesses africaines sont de l'ordre de 40%, mais 2% seulement sont contributions, que ce soit intellectuelles ou autres. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a externalisé nos compétences. Pas externalisé d'ailleurs, on a exporté nos compétences dans la majorité des cas, parce qu'on n'a pas trouvé de cadre dans lequel les mettre. Donc l'enjeu est là. L'enjeu, c'est que nous soyons à l'image des ressources naturelles, que l'on ne donne pas des produits bruts, mais qu'on transforme nos produits. Il faut que nous arrivions à avoir des champions dans nos pays. Quand je parle de nos pays, je ne parle pas du Sénégal, je ne suis pas sénégalo-centriste. Je dis qu'il faut qu'on parte dans la sous-région. Il faut qu'à l'échelle d'un marché, nous créions des champions. Ces champions vont être des entreprises, vont être des entrepreneurs, vont être des ressources humaines de qualité, qui vont pouvoir faire l'intégralité des travaux qui sont nécessaires au développement de ce pays et du continent et prendre leur part. Et aussi exporter cette expertise vers l'extérieur. Mais pour cela, je pense que cet enjeu-là, les pays européens et les pays développés aujourd'hui sont clairs. Le seul continent qui a un potentiel de développement, c'est l'Afrique. L'Europe, c'est terminé. L'Asie est arrivée à un stade où c'est plutôt, on est dans une phase de récession. L'Afrique, c'est un champ ouvert. L'Afrique aux Africains. Voilà, moi, mon credo. C'est-à-dire, c'est justement des regroupements de ce type-là qui permettront de créer les synergies nécessaires pour que nous puissions nous prendre en main les éléments de notre développement. Je vais peut-être être très politique, mais je pense que si le PSE du président Macky Sall... Justement, j'allais vous dire d'ailleurs comment créer des champions nationaux. C'est vrai que les écoles sont là, mais quel sera l'apport de l'État dans tout ça? Justement, c'est là que l'État doit intervenir parce qu'elle a décliné son plan Sénégal émergent. Ce plan Sénégal émergent, pour moi, il est dans des chantiers, dans des valeurs. Dont l'un, ce sont les ressources humaines. Donc, la formation.
donc les écoles. Il faut le mettre en place avec les acteurs qu'il faut, et tous les acteurs multiparties prenantes doivent être le credo. C'est-à-dire, il ne faut pas que les anciens s'enferment dans leur tour d'ivoire pour dire qu'ils savent former. Non. Il faut que les employeurs qui embauchent doivent dire quels sont leurs besoins. Donc, il faut qu'on en ait un système au niveau de la formation qui soit caduque. Mais ce n'est pas seulement ça. Former, c'est bien. Mais donner du travail, c'est mieux. Donc, il faut que dans les autres actions, l'État prenne aussi sur eux, dans ce PSE, disent « j'ai mes compétences locales. J'ai ces compétences-là, il faut les valoriser. » Mais elles ne peuvent pas se valoriser si on ne leur donne pas le champ de valorisation qu'il leur faut. D'où la nécessité de mettre des champions. Mais l'État doit se dire que pour faire un champion, il faut déjà l'entraîner. Donc, il faut qu'on commence à avoir des petites start-up. Oui, c'est bien. Mais ces start-up, il faut leur donner de quoi croître. Avoir des synergies de regroupement aussi. Parce qu'au Sénégal, on a malheureusement aussi nos jeunes, on a un peu plus d'être un peu trop individualiste. Mais je pense qu'arriver à une synergie aussi des énergies devrait permettre de créer ça. Je pense que le PSE qui est là, qui est un plan Sénégal émergent à échéance, je crois, 2020-2022. Le Sénégal 2025, qui est un autre plan de développement de la stratégie numérique. Et tant d'autres plans qu'on est en train de développer, le développement des infrastructures, tel qu'il est fait aujourd'hui. Tout ça devrait permettre l'éclosion de champions. Peut-être pas des champions de la taille des grands du BTP ou des grands des trucs, mais au moins des entreprises qui puissent traiter dans ces environnements. Et je crois que c'est maintenant. Maintenant, sinon, c'est d'autres personnes qui feront le travail à notre place. Et c'est ça qui est, je pense, est l'opportunité. Et l'opportunité justement pour l'ESP, à travers son histoire, c'est 25 000 étudiants qui sont sortis, dont peut-être 10 à 15 000 aujourd'hui sont dans le secteur productif, aujourd'hui et toujours actifs. Si ces gens-là, aujourd'hui, trouvent le moyen de bâtir une synergie, on peut bâtir, je peux apporter une réponse, je crois, concrète aux préoccupations de l'État, mais surtout des citoyens, qui, lui, veut un Sénégal réellement émergent. Tout à fait. Alors, l'enseignant que vous êtes, quel est votre avis par rapport à toutes ces écoles de formation qui fleurissent, sans pour autant, à terme, donner la possibilité à l'apprenant, quand même, de trouver du travail? Je pense que... Est-ce qu'en amont, il y a quand même un calcul qui est faussé dès le départ entre l'État et ces écoles de formation? Je pense qu'on a été tous surpris. Surpris parce qu'on a eu une politique éducative qui est de dire on met tout le monde à l'école. Et je crois qu'on a oublié que, en fait, c'est une vague. Quand on met tout le monde à l'école primaire, quand tout le monde va au lycée, il est bien entendu que tout le monde va aller à l'université. Donc, il y a un effet de vague qui devait se faire. Bon. Et on a apporté des réponses. Mais les réponses, avec les moyens de l'État, ne sont pas illimitées. Donc, les réponses ont été mises à la hauteur des moyens qu'il y a. Et je pense que l'État a répondu en mettant une nouvelle carte universitaire avec des universités dans pratiquement toutes les régions. Mais ça ne suffit pas. Parce que quand vous avez 200 000 étudiants bacheliers qui se présentent chaque année, ça veut dire que vous avez une capacité d'absorption dans le cycle de formation professionnelle ou supérieure de 200 000 étudiants. Donc, la réponse, elle est là. Aujourd'hui, je pense que le secteur privé et les écoles de formation ont apporté une solution. C'est-à-dire qu'ils ont répondu à des besoins qui pouvaient être pris en charge par soit les apprenants, soit leurs parents, ou un certain nombre d'organismes qui accompagnent la formation. Et je pense que c'était nécessaire pour désengorger la formation traditionnelle. Et je pense que ça, c'est important. Et ils apportent leur contribution, c'est très important. Et puis, ils se spécialisent. Ils ont trouvé aussi des créneaux. Ce qui est intéressant avec la formation privée, c'est qu'elle trouve des niches de formation dans lesquelles elle peut s'insérer et apporter des réponses. Elle a des capacités d'adaptation qui sont beaucoup plus en phase avec l'évolution du marché que ne peut l'être une institution telle que l'Université Cheikh Anta Diop, avec cette lourdeur administrative ou bien cette préoccupation de l'universitatisme, c'est-à-dire l'enseignement, où c'est les connaissances qui priment, où on est moins malléable dans la prise en compte justement des besoins du secteur. Il faut les deux. Et je pense que vraiment le secteur privé a apporté sa contribution aussi à ça. Et je crois qu'elle fait partie
de plein pied justement de cette stratégie de développement. Également, surtout miser sur l'entrepreneuriat. Je C'est ce que l'ESP a compris. Je pense qu'aujourd'hui, moi, en tant qu'acteur et observateur, j'ai eu la chance aussi de travailler dans le secteur productif pour 2-3 fois, en quittant un peu les bancs et aller travailler dans les entreprises. L'entreprise n'est pas la réponse. Aujourd'hui, on sait même en Europe que l'emploi salarié n'est pas la réponse directe. Parce que pour avoir un emploi salarié, il faut qu'il y ait un entrepreneur. C'est l'entrepreneur qui crée des emplois, et là, ça donne des emplois salariés. Ce n'est pas seulement l'État. Or, nous, on était dans le régime de l'État-providence. C'est-à-dire, je sors d'école et l'État m'embauche. Ça m'est arrivé en 79. Alors, quand je suis sorti de l'école, en 79, j'ai terminé ma formation. Quand je suis revenu après ma formation supérieure, je suis revenu à l'école pour dire bonjour à mon chef de département, pour lui dire que j'étais bien rentré, que j'avais reçu mon diplôme. Il m'a embauché sur le coup pour être enseignant. Donc, ça veut dire que je n'avais pas, j'ai même pas déposé de demande d'emploi. Bon, mais c'était à l'époque, l'emploi, l'État-providence, l'État cherchait justement à renforcer sa capacité de gestion. Donc, c'était le cas où on signait des engagements décennaux. Je ne sais pas si vous avez entendu cette histoire. À l'époque, quand on était boursier, on signait un engagement de servir 10 ans l'État. Mais aujourd'hui, si vous signez l'engagement de servir 10 ans l'État, l'État ne peut même pas vous embaucher. Donc, parce qu'elle n'a plus les moyens. Donc, et c'est pour ça qu'il faut que derrière, on pousse réellement vers la création d'entreprises, qu'il y ait des entrepreneurs qui connaissent le potentiel de notre pays. Ce potentiel, ils le découvrent à travers non seulement nos ressources qu'on a. Le Sénégal a une ressource extraordinaire qui malheureusement n'est jamais mise dans la balance. Ce sont les ressources humaines. L'intelligence, les capacités d'innovation, les capacités d'adaptation du Sénégalais sont connues partout dans le monde, sauf au Sénégal. Parce que moi, quand je vais en France, je trouve des Sénégalais dans tous les postes de direction dans beaucoup d'entreprises. Ces mêmes gens ici ne trouveraient pas un poste. Je ne sais pas pourquoi. Mais il faut qu'on valorise cette ressource humaine, qu'on mette en place les stratégies nécessaires et que des entrepreneurs valorisent cette ressource humaine. À ce moment-là, on va trouver, je crois, de l'emploi et mettre de l'emploi salarié. Tout à fait. Alors, est-ce que Alex Corentin a des appréhensions par rapport à cette rencontre du 31 août? Est-ce que vous allez vous dire, oui, je vais rencontrer une amie ou un ami que je n'ai pas vu depuis des décennies? Ça veut dire quoi? Si, ça peut, je pense que ça peut arriver. J'espère que c'est ça qui va arriver. J'espère que beaucoup d'entre nous, beaucoup de personnes qui répondront à cet appel, trouveront là justement des gens qu'ils avaient perdu de vue. Ouais. Moi, j'appelle ça perdu de vue. D'ailleurs, il faudrait une émission perdue de vue autour de ça. Mais si. Et ça sera du genre, waouh, t'as pas changé, waouh, ça sera waouh, t'es vieux, waouh, qu'est-ce que t'es devenu. Mais on découvrira des histoires. Je pense que même ce serait intéressant pour les journalistes de venir voir les parcours différenciés. Ces parcours sont tellement différenciés que les gens. Moi, je vais vous donner. Moi, je suis électricien de formation. Électricien de formation, aujourd'hui, on me cautionne au Sénégal comme étant informaticien. Il y en a qui pourront le dire. Alors que je n'ai jamais fait de formation en informatique. Dans la même promotion, il y en a un qui est spécialiste en avion. Il met en place les compagnies aériennes. Parce qu'il était, à l'époque, parmi les premiers techniciens qui ont été embauchés à Air Sénégal. Aujourd'hui, c'est un expert aéronautique. Le troisième est un spécialiste en pêche, en halieutique, parce qu'il a été embauché au CROT pour les mairies et il est devenu aujourd'hui un pêcheur émérite. Quand je dis pêcheur, même dans le sens thèse, il fait des thèses en halieutique. D'accord? Une autre, une dame, la seule dame de notre promotion, électricienne, est devenue la responsable des câbles sous-marins de la Sonatel. Elle est à la retraite maintenant, mais elle est devenue responsable de tous les câbles sous-marins. Donc, vous voyez, en quoi une formation, les parcours sont multiples. Donc, rien n'est dit aujourd'hui, pour les jeunes, c'est qu'aujourd'hui, ces parcours-là sont des exemples. On n'a pas fait une formation, on ne doit pas être obligatoirement ingénieur en informatique. On peut être formé ingénieur informatique et devenir, après, le plus grand commerçant du monde. Et c'est ça qu'il faut que l'on montre, et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, le Royukai dont je parlais, la preuve par l'exemple, pour moi c'est ça. C'est montrer aux gens que c'est pas important. C'est ce qu'on apprend, c'est
le savoir-faire et le savoir-être, surtout qu'on va vous donner, c'est ça qui vous permettra. Apprendre à apprendre, c'est aujourd'hui le credo des établissements de formation. Il faut qu'on vous donne la capacité d'apprendre pour pouvoir se réaliser. Et c'est également ce bel héritage que vous comptez léguer à la jeune génération. Nous espérons qu'on leur laisse un bel héritage. Mais il faut qu'ils le valorisent. Il ne faut pas qu'ils fassent les enfants prodigues et qu'ils dilapident cet héritage-là. C'est justement ça. Moi, le credo, c'est de dire cet héritage, il est là. Il est énorme. Vous ne le connaissiez pas peut-être, mais aujourd'hui, on va vous dévoiler les pépites qu'il y a dedans. On va vous le laisser. Mais surtout, ne le dilapidez pas. Ne le négligez pas et ne le perdez pas. Il faut que cet héritage, vous le valorisiez. Vous le mettiez en évidence et surtout que ça serve aussi aux générations futures. Parce que ça, il faut penser à demain. Il faut penser aux autres et ne pas penser à soi-même. Et c'est ça que j'espère qu'on va pouvoir tirer de cette première journée de l'Association des alumni. Alex Corentin, on va vous laisser 2 minutes face à la caméra, le temps de lancer cet appel à ces anciens diplômés de l'ESP, également à cette nouvelle génération de cette école à l'endroit de cette journée du 31 août. Voilà. Donc, moi, je pense que nous sommes arrivés à la croisée des chemins. Après 50 ans d'un institut de formation qui a formé à travers toute l'Afrique francophone des ingénieurs, des techniciens supérieurs dans toutes les filières que j'avais citées tout à l'heure, il est temps aujourd'hui de marquer le pas. Et surtout, de rassembler toute cette communauté pour pouvoir créer une dynamique, une nouvelle dynamique, plus en phase avec le développement de la société d'aujourd'hui. C'est une société qui demande beaucoup plus de solidarité et moins d'individualité. Il faut que cette solidarité puisse se manifester. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je lance un appel à tous les anciens qui sont passés par l'Institut Polytechnique, l'Institut universitaire de technologie de Dakar, l'École nationale supérieure universitaire de technologie, l'École supérieure polytechnique, de se rassembler autour de ça, autour de ces valeurs, cette valeur de solidarité. Cette valeur de solidarité non pas envers eux, mais envers la génération, à travers ces jeunes qui sont aujourd'hui dans cet établissement et qui demain ne demandent qu'à avoir les mêmes chances qui nous ont été données. Et ces chances-là ne pourront être faites que si on parvient à avoir vraiment des énergies qui se rassemblent et qui donnent une impulsion pour atteindre cet objectif. Voilà l'appel que je souhaitais lancer et je dis à tout le monde à samedi 15h, Radisson Blu. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà donc c'est fini pour Entretien qui recevait Alex Corentin qui nous parlait donc de cette amicale qui regroupe les anciens diplômés de l'École supérieure polytechnique. Merci d'avoir suivi. À très bientôt, toujours sur Dakar.